Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec une autre thématique intéressante qui est toujours dans la politique. Vous le savez, on va parler de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, pas des dialogues avec l'agresseur, a déclaré donc le président congolais Félix Tshisekedi, qui poursuit donc son offensive contre le Rwanda. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle que soit l'étendue, une portion de notre territoire, a affirmé le chef de l'État congolais, rassurant que les FARDC démêleront, quoi qu'il en coûte, commis à la poursuite donc de l'ennemi. Comment comprendre la position du président congolais Félix Tshisekedi pour cette crise qui vient de dire, en tout cas, comment d'abord gagner cette guerre, c'est la première question. Ensuite, comment pacifier l'ensemble de la partie est de la République démocratique du Congo, donc faire régner la paix. La RDC est-elle prête? A-t-elle les moyens pour une guerre totale contre le Rwanda? Parce que c'est visiblement le soutien primordial du M23. Autant des questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, de partout, vous nous suivez, bienvenue. Allez, monsieur Serge Mukendi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Sefou. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur, parce que c'est une première rencontre pour l'année 2024. Merci, pareillement. Merci. Vous êtes donc secrétaire exécutif en charge de la communication du parti LGD de Matata Mponyo. Exactement. Voilà. Allez, avec vous, on va justement parler de cette belle thématique qui concerne la République démocratique du Congo avec la crise à l'est de la RDC. Le président Tshisekedi qui poursuit donc cette offensive contre le Rwanda. Il a dit plusieurs fois qu'il ne va pas négocier, en tout cas avec le M23, mais là, il nuance quand même ses propos. Il dit aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle que soit l'étendue, une portion de notre territoire. Est-ce que vous, d'une manière un peu générale, vous comprenez la position de la République démocratique du Congo jusqu'ici face à l'agresseur qui est donc le M23? Voilà, merci beaucoup, monsieur Sefou. Vous devez vous souvenir que ça fait tant d'années que la question liée au manque de paix à la région de l'Est de la République taraude les esprits de tout le monde. Ce n'est pas seulement le gouvernement Tshisekedi. Le gouvernement Kabila a essayé de lutter tant soit peu pour redonner la paix à l'Est, quelque chose qui n'a pas marché. Et le président Tshisekedi a fait son premier mandat et ça semble toujours ne pas marcher. Alors, dans le processus de pacification, pour redonner la paix à une région, pour ceux-là qui font les relations internationales, ils nous donnent plusieurs options. Alors, il y a la première option qui inclut la médiation, le dialogue pour instaurer la paix. Et il y a la seconde et la dernière qui est celle qui est l'offensive armée. Alors, l'idéal a toujours été le dialogue. Parce que le dialogue, c'est le moyen le moins coûteux possible pour redonner la paix à une région. Alors, quand on va vers l'option dernière, qui est celle d'aller en guerre contre l'agresseur, répondre par les armes à l'agresseur, monsieur Sefou, je pense qu'il y a de préalables qu'il faut évaluer. À ce stade, je ne pense pas que cela doit être seulement de l'apanage ou bien l'option ne doit pas être prise simplement par de fait des circonstances politiques, mais je pense que c'est là que le ministère des Droits humains doit beaucoup plus intervenir. Parce qu'entrer en guerre, il faut savoir qu'il y a une grande partie de la population de l'Est qui se nourrit en faisant de petits commerces à la frontière Congo-Rwanda. Il faut savoir qu'en lançant la guerre, il y a l'économie qui va osciller. Est-ce que les pays a préparé un budget conséquent? Parce qu'il ne faut pas seulement aujourd'hui, parce que j'entends dire
qu'on est suffisamment armé, qu'on a équipé l'armée, ce n'est pas suffisant pour aller en guerre. Pour aller en guerre, il faut avoir de réserves économiques qui vous permettent de survivre pendant la période parce qu'économiquement, vous serez déstabilisé. Moi, je pense que ce sont de préalables qu'il faudrait mettre sur la table, évaluer et se décider d'aller en guerre. Aussi, aller en guerre, il faut savoir que nous sommes un pays qui partage plus de 9 voisins. Nous avons 9 frontières. Aller en guerre contre le Rwanda, il faut aussi évaluer les relations que le Rwanda partage avec les autres voisins qui nous entourent. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une question congolo-rwandaise, mais c'est une question régionale. C'est comme ça que vous verrez que M. Tshisekedi est toujours rattrapé. À chaque fois qu'il prend l'option de décider seul, il prend l'option d'aller avec la décision congolaise, il y a toujours la région du Grand Lac qui impose aussi le rythme. Parce que une guerre entre le Rwanda et le Congo met en danger le Burundi, met en danger l'Ouganda et met en danger beaucoup de régions. Donc la milice qui peut se former, les conséquences de cette guerre va se répercuter aussi économiquement dans les autres voisins, dans les autres pays qui nous entourent. Et je pense que le président doit beaucoup plus analyser sa décision. Quoique le vouloir, il est grand de restaurer la paix, mais je pense qu'il doit encore beaucoup plus réfléchir. Alors, M. Serge Moukende, vous avez dit que la guerre a trop duré, déjà depuis Joseph Kabila. On peut parler même depuis Mobutu, si on prend la grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'ici, les 5 années de Félix Tshisekedi qui venait de les achever plutôt, il y a eu en tout cas une grande bataille diplomatique, notamment avec l'EAC. On a vu même les troupes de l'EAC venir en République démocratique du Congo pour repartir. On va bientôt parler de la SADC. Est-ce que vous pensez que cette option-là de l'EAC était la bonne? Peu importe d'abord les résultats, puisqu'ils se sont révélés un peu négatifs. L'option de l'EAC était-elle la bonne? Les conventions derrière cette option-là, c'est ça la question qu'on doit se poser. Parce qu'il ne suffit pas que l'on voie la présence d'un soutien armé dans notre région. Il faut que l'on sache quelle est la mission qu'ils viennent faire dans la région. Tout à fait. C'est ça, je pense que c'est là qu'il y a eu le souci. Parce que selon eux, la mission elle a été positive. Parce que dans leurs prérogatives, apparemment, c'était de repousser le rebelle et de conserver les zones. Et les zones devaient rester neutres. Et c'est par rapport à ça, quand le président Tshisekedi entend maintenant les réactions en interne au pays, quand l'opposition commence à réagir, quand la population commence à dire de tout ce que l'armée de l'EAC commençait à faire dans les régions qui commençaient à occuper, et c'est là que le président va se réveiller, va comprendre que le premier contrat, le premier deal qu'il a fait avec l'EAC n'a pas marché. Moi, je pense que cette question de la paix de l'Est va au-delà de nos tendances partisanes et politiques. C'est une question qui doit se résoudre par les dialogues d'abord en interne. Le président doit élargir son champ de décision, rencontrer les autres leaders, essayer de se mettre ensemble, parce qu'aujourd'hui, la grande question qui est beaucoup plus soulevée quand on parle de l'agression à l'Est, c'est la question de l'infiltration. Tout à fait. Au sein de l'armée, mais au sein aussi du corps politique de la République. Et s'il faut répondre à cette question-là, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Parce que c'est vrai, ce n'est pas faux, l'infiltration est à un très grand degré dans notre pays. Et je pense que le président doit faire appel à tout le monde. Et ce n'est que par ça, ce n'est que par l'unité politique et nationale que l'on peut arriver à résoudre cette question-là. Donc pour moi aussi, je rejoins, l'EAC c'était un échec, échoué, pas parce qu'ils n'ont pas été assez compétents sur le terrain, mais parce que les accords et la mission qui les avaient été assignés ne les avaient pas permis de rejoindre les attentes de la population congolaise. Alors jusqu'ici, la guerre continue à l'est de la RDC, on va y revenir, c'est une petite virgule. Est-ce que le fait de continuer à faire appel à d'autres pays pour aider nos forces armées, parce que dernièrement c'est la SADC qui est déjà en République démocratique du Congo pour tenter de repousser justement les rebelles du M23, est-ce que c'est encore là une bonne option? Puisque l'opposition que vous êtes, vous parlez d'une manière de sous-traiter la sécurité du pays. Exactement, il faut savoir que quand ils viennent, il y en a qui retrouvent que la zone est assez riche en termes de sous-sol et repartir devient un problème. Et c'est ce qui multiplie encore, parce que j'aimerais vous informer aussi
que sur le total de tous ceux-là qui sont venus avec les AC, tous ne sont pas rentrés. Il y en a qui ont rejoint les camps quand ils ont compris ce qui s'est passé à l'Est. Aujourd'hui, moi, je pense que la question de sous-traiter la sécurité, elle est un peu importante. Pourquoi? Parce que préparer une guerre, ça prend du temps. Okay. Et sous-traiter la sécurité par les forces de paramètres extérieurs nous aide à geler en temps, à freiner le pas de l'ennemi et à nous construire en interne. Et moi, je pense que c'est la sagesse que le président Tshisekedi doit utiliser pour l'instant, parce que M. Sefou, aller en guerre, ce n'est pas une mince affaire. La Russie pensait que ça sera une affaire d'1 mois, 3 mois, ils ont fini avec l'Ukraine. On a l'exemple que malgré la force de la Russie, l'Ukraine résiste. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On va en parler, mais il y a eu d'abord l'état des sièges dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Il y a l'EAC, vous parlez d'un échec. État des sièges, vous allez vous-même également évaluer ce qu'il y en a. Pourquoi cette guerre traîne encore en République démocratique du Congo? Pourquoi la guerre traîne? C'est parce qu'on n'a jamais pris l'armée au sérieux. Okay. Tout ce que nous voyons avec vous, ce ne sont que des concerts médiatisés, mais dans la vraie vie, nos soldats souffrent. C'est par patriotisme qu'ils continuent à lutter. C'est par amour du pays qu'ils continuent à se battre. Mais ce n'est pas lucratif. Ils ont des familles, ce sont des pères de famille, ils doivent survivre. Mais si tu dois être à la guerre et penser à ton enfant qui est à Goma, qui n'est pas instruit, tu es à la guerre et penser à l'enfant que tu as laissé dans les Katanga, que tu ne sais pas dans quelles conditions il est en train de vivre, moi je pense que tu vas déjà perdant dans cette guerre-là. Moi je pense que c'est l'armée qu'on doit prendre au sérieux, mettre le moyen suffisant entre les mains de l'armée. C'est comme ça que je reviens. On parle de la loi sur la programmation militaire. La loi sur la programmation militaire, oui, ça nous a permis d'acquérir l'armement. Mais quelle a été la majoration en termes de salaire qu'on a donné aux soldats? C'est ça la grande question. Il ne suffit pas seulement de m'armer, il suffit aussi de me mettre dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions commencent par la famille que je laisse derrière moi. Moi, je pense que c'est toutes ces questions et c'est par là que moi, je rentre en disant que le pays ne doit pas aller vite en besogne. Le pays doit mobiliser les fonds. Parce qu'aller en guerre, j'y reviens, ça requiert la mobilisation de fonds. Il faut avoir des fonds nécessaires pour se battre. Et les fonds nécessaires, je pense qu'on ne doit pas aller assez rapidement. Le pays doit décréter cela comme une urgence nationale. C'est ça que nous nous proposons, que cela soit décrété comme une urgence nationale. Et que dans la mobilisation de fonds... Donc l'état de siège n'a pas suffi, selon vous? L'état de siège n'a pas suffi. Une des stratégies. L'état de siège, c'était juste un répondant circonstanciel. Vous voyez. Mais aujourd'hui, puisqu'on a pris une option de guerre, on ne doit pas parler de l'état de siège, on doit parler de l'urgence de restaurer la paix. Tout à fait. Et l'urgence de restaurer la paix, ça veut dire que même dans la budgétisation du pays, 70% des fonds de recettes qui seront mobilisés au pays doivent être consacrés à la guerre. C'est ça le premier symbole que l'on a compris que l'urgence du pays, c'est la guerre. Vous voyez? Au-delà de ça, après avoir mobilisé, on doit avoir un circuit des dépenses de financement de guerre. Donc un plan stratégique avec lequel nous nous battons, un plan stratégique avec lequel nous finançons. Aussi un troisième plan stratégique par lequel nous remobilisons les ressources. Parce qu'il faudrait savoir que certaines ressources, certaines régions, beaucoup plus à l'Est, sont dépendants d'autres pays. Et quand ces pays vont réagir, on ne sait pas ce qu'économiquement ça va peser sur le pays. Et on ne peut pas être en guerre et être affamé en même temps. C'est comme ça que nous, aujourd'hui à l'opposition, nous demandons que cette question soit prise au sérieux. Que l'on arrête de nous faire des comédies médiatiques en nous montrant des Sokhoi monter et descendre. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour entrer en guerre. Parce que si vous dites que nous sommes en guerre avec le Rwanda, soyons sérieux, le Rwanda n'a pas encore réagi. Je ne suis pas ici en train de faire des éloges sur le Rwanda. Jusque-là, le Rwanda n'est pas ce que par son copain qui est le M23. Quand nous allons aller officiellement en guerre, je vous dis, M. Sefou, le Rwanda va réagir comme un pays agressé. Et ça ne sera pas la blague que nous voyons l'armée faire à l'Est. C'est pour ça que nous, à l'opposition, on dit c'est une question qui doit être minutieusement étudiée. Si le pays doit continuer à sous-traiter avec la SADC, nous sommes prêts d'accepter, mais que cela soit pour une durée. Et que, ayant mobilisé les fonds, ayant suffisamment armé notre armée, ayant
suffisamment dotés de moyens à notre armée, nous pouvons officiellement entrer en guerre. Je reviens sur le cas de la Russie. La Russie était suffisamment armée, avec tous les potentiels, mais il a la Russie est entrée dans les territoires ukrainiens, mais nous voulons repousser l'ennemi dans notre territoire. On ne cherche pas à reconquérir les territoires étrangers. Quand vous parlez de guerre, on fait la guerre dans son propre pays. Dans le cas de notre pays, on ne comprend pas le terme. On l'a fait chez nous. Hein? Où on ne comprend pas le terme. Chasser l'ennemi, c'est différent d'entrer en guerre. Parce que quand le président parle, il ne parle pas de chasser les M23, il parle d'entrer en guerre contre le Rwanda. Parce que face aux relations internationales, un pays ne peut pas être en guerre avec une milice. Un pays ne peut pas être en guerre dans sa propre région. Si on s'est dit qu'on est en guerre, c'est attaquer la source. Attaquer la source, ça veut dire mobiliser les fonds, nous battre contre notre pays qui nous met mal à l'aise. Parce qu'il ne suffit pas, c'est pourquoi je dis, il ne suffit pas seulement de dire que c'est les Rwandais qui nous agressent, il faut nous battre contre le Rwanda. Et nous battre contre le Rwanda, ça va au-delà de reconquérir les territoires de la République qui sont entre les mains du M23, c'est aller jusqu'à faire mal. Parce que le Rwanda nous a fait aussi mal pendant longtemps. Et répondre à ça, c'est faire aussi mal au Rwanda. Donc notre cible aujourd'hui, si M. Tshisekedi doit être honnête avec ce qu'il dit et qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre ses dires et se faire, c'est que M. Tshisekedi doit être capable aujourd'hui de faire saigner les sangs aussi au Rwanda, comme le Rwanda le fait au Congo. Et c'est comme ça que nous disons, avant de prendre sérieusement l'option de guerre, étudions minutieusement, est-ce que la diplomatie ne peut pas encore marcher à ce jour? C'est ça, l'autre question maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la diplomatie? Puisque durant les 5 dernières années, M. Félix Tshisekedi, président de la République, a quand même voyagé, il a dénoncé, il a essayé de ce monde justement pour cette question. Il a tenté de mobiliser, mais jusqu'ici, on sent qui n'a pas vraiment réussi à faire isoler diplomatiquement M. Kagame sur le plan international. Le Kagame reste toujours ami de certains présidents et autres. Comment vous expliquez quand même ces paradoxes? On a tant voyagé, on a tant donné, mais Kagame n'est pas en tout cas isolé. Monsieur Sefou, c'est ça les résultats du manque de leadership. La question de l'Est, c'est une question assez complexe. C'est une question liée aux ressources minières. Nous savons avec vous que le coltan nourrit beaucoup plus d'entreprises dans l'électronique et dans l'informatique. Vous voyez? Et ces entreprises-là, elles sont américaines, elles sont chinoises, elles sont allemandes, elles sont ça et là, elles sont éparpillées. Et elles ont trouvé une porte d'entrée facile, à un coût réduit, par le Rwanda. Aujourd'hui, il faut étudier sur d'abord des options économiques, des propositions économiques. Et le président était mal parti avec son concert 50-50. On ne peut pas mettre 50-50 si quand nous étions dans 70-30, tu ne nous as pas montré ce que tu as fait avec les 30. Moi, je pense qu'aujourd'hui, économiquement, le pays doit étudier ses offres. J'avais apprécié une fois, j'ai vu M. Tshisekedi aller rencontrer Bill Gates pour échanger un peu à la Silicon Valley avec tous les grands leaders. Ok, mais quelle est la proposition juteuse que tu les as proposées? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il suffit de dépouiller Kagame de ses partenaires financiers en les proposant des belles offres, on retrouve de la paix à l'Est. Donc Kagame, lui aussi, il est juste un pion. Kagame, c'est un pion, ça c'est connu. C'est connu. On nous a montré récemment que Kagame était le premier pays producteur du coltan. Le coltan, oui, le Rwanda. Mais est-ce qu'ils ont les coltans sur leur sol? Non. Mais ceux-là qui lui donnent ces mérites-là, ce sont les Occidentaux. Monsieur Kagame, on nous a montré, il a ouvert des entreprises d'assemblage en électronique, entre des ordinateurs et téléphones et tout ça. Mais où sont concis ces puces-là et ces puces électroniques? Mais c'est aux États-Unis, c'est en Chine. Aujourd'hui, le Rwanda est un pont par lequel l'Occident passe pour accéder aux richesses congolaises. Et pourquoi? Parce que la politique congolaise ne permet pas à ces Occidentaux de venir implanter leurs entreprises. C'est pourquoi c'est parce que la traçabilité dans les systèmes économiques, dans les systèmes de gestion du pays, ne permet pas aux investisseurs d'investir sérieusement. Moi, je pense que le président Tshisekedi doit d'abord se laver des impuretés, de la délinquance dans la gestion. C'est le premier paramètre qui peut faire à ce que Huawei,
qui a besoin du coltan viennent officiellement exploiter les coltans avec un contrat lié directement avec le Congo. On a besoin qu'Alcatel, toutes les grandes plateformes qui ont besoin du coltan aujourd'hui, tissent des contrats directs avec la République. Mais on ne peut pas les faire si le climat des affaires n'est pas assaini. La guerre qui se passe à l'Est, c'est une guerre économique. Et la guerre économique ne se résout pas par une guerre armée, elle se résout par des propositions économiques et l'assainissement du milieu économique. Donc la diplomatie doit être réinventée. La diplomatie doit être réinventée. L'offre politique du Congo doit être réadaptée aux enjeux économiques. Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, nous n'avons pas la capacité de transformer les coltans aujourd'hui. Tout à fait. Nous n'avons pas la capacité de transformer les silicium aujourd'hui. Et pour y arriver, on a besoin des partenaires. Mais quelle est l'offre que nous tendons aux partenaires? Moi, je pense que c'est là que la politique de M. Tshisekedi doit se réinventer, se réadapter. Si vous parlez quand même de l'offre, le Katanga et le Lualaba offrent quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une intelligence nécessaire à réfléchir pour donner une autre offre au niveau de l'Est de la RDC pour que ces entreprises-là puissent se sentir un peu estimées? Le Katanga offre quelque chose, c'est ce que vous dites. Mais ça fait combien d'années qu'on est dans la révision du contrat minier entre la Chine et le Congo? Ça a été remis en question justement par M. Félix Tshisekedi. C'est peut-être pour rééquilibrer. C'est là que nous allons comprendre que le problème du Congo, il est dans les accords que nos politiques font. Il est dans le leadership avec lequel nous allons mener des dialogues et des négociations. On a aujourd'hui tendance à penser que les questions économiques vont se résoudre par des questions politiques. La politique, c'est une chose, mais la notion d'investissement, c'est autre chose. Je ne peux pas venir déployer près de 2 milliards de dollars pour construire une usine dans un pays où je ne sais pas si après 5 ans, il y a changement de président, on va m'accepter. C'est ça que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, les Chinois pleurent. Pourquoi? Parce que M. Kabila les a fait un contrat et après M. Tshisekedi qui entre, il doit tout changer. Il n'y a pas la notion de continuité de l'État. Et ça fait que l'environnement économique, l'environnement des affaires, il n'est pas assez assaini. Il ne permet pas aux investisseurs sérieux. Parce qu'investir dans le coltan, c'est investir dans les années, sur la durée. Les cuivres, on peut évaluer, on peut se dire, voilà, ici on a un gisement qui s'évalue à autant, on peut le faire dans 20 ans, 5 ans. Mais quand on veut avoir un partenaire qui doit nous fournir le minerai pour que nous puissions mettre en place une technologie, on a besoin que cela soit taillé dans la durée. On n'a pas besoin de lancer, par exemple, ce n'est pas du marketing, lancer un produit épaule que nous faisons sur base du coltan congolais. Les produits est déjà sur le marché et le Congo nous ferme des portes. Et notre produit disparaît du marché. Voilà. Donc ce sont des notions qui échappent à beaucoup de politiciens et c'est ça qui fait que sérieusement, ces hommes-là ne peuvent pas atteindre. Pour parler, je vais paraphraser, ce n'est pas un peu parler de moi, mais je l'ai dit quand même. Moi j'ai fait le Congo profond, j'ai été jusqu'à Massissi. J'ai vu combien des aéroports construit par ces blancs-là, il y en a, en terre battue. J'ai vu combien d'hélicoptères descendaient à Massissi le jour. Je ne parle pas de l'année. J'ai vu combien d'hélicoptères pouvaient descendre le jour. Et cela est connu par le gouvernement Tshisekedi. J'ai franchi plus de 7 barrières avant d'atteindre Massissi. Et ces barrières-là sont contrôlées par des forces extérieures. Et ça fait mal. Et je pense que si le président Tshisekedi doit sérieusement prendre la question de l'Est, c'est qu'il doit commencer par refonder l'offre économique du pays. Il doit comprendre les enjeux économiques au monde aujourd'hui, parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, les Occidentaux ne feront qu'avec les ressources que nous avons. Ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils le feront. Et tous les moyens sont bons pour eux de trouver leur gain. Et c'est important aussi que dans cette politique-là, que nous puissions tailler la nôtre, qui permette à ce que le pays puisse se développer. Parce qu'il faut comprendre que les ressources minérales, c'est finissent. L'Afrique du Sud a utilisé les charbons et tout ça aujourd'hui, ils sont en carence. Ça veut dire qu'on va arriver à un certain niveau où on aura besoin d'aller vers d'autres potentialités, aller vers d'autres ressources et on a besoin qu'aujourd'hui nos coltans, on a besoin qu'aujourd'hui nos cuivres nous laissent quand même des investissements sérieux. Monsieur Serge Moukedi, voilà, on s'est étalé en tout cas grandement sur cette question de l'Est. Le président de la République estime qu'il n'y a pas de négociations possibles avec les M23 aussi longtemps qu'il occupe les territoires
congolais. Voilà, on va parler maintenant politique, puisque là, on attendait quand même de nous faire rejoindre par un autre co-débatteur de l'Union sacrée. Finalement, il ne sera pas là, puisqu'il nous reste en moyenne 15 minutes pour finir l'émission. On va parler de ces nouveaux quinquennats de M. Félix Tshisekedi, 6 axes qui ont été étayés par lui-même lors de son prestation de serment. Il a parlé justement de la sécurité, par exemple, du pouvoir d'achat, il a parlé de l'entrepreneuriat et autres. Est-ce que vous pensez que ces 6 axes-là résument au mieux les besoins fondamentaux du peuple congolais? J'ai suivi les discours du président Tshisekedi, je dois être honnête, en termes de littérature, il a même baissé de niveau. Je vous rappelle qu'il a fait des discours plus que ça. Donc il n'y a pas de nouveau. Avec lui, on s'attend à des beaux discours. Ça, il les fait toujours. Il a des beaux écrivains que j'apprécie beaucoup. Quand vous l'entendez parler, il a l'oratoire, il a tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il n'a pas, c'est le leadership pour faire ce qu'il dit. Et moi, je vous dis que ça ne changera pas. Ils ont déjà commencé. 4 jours après ou 6 jours après la prestation des serments, qu'est-ce qui suit? C'est un truc police de circulation routière. Il y a maintenant PCR qui s'est créé avec son premier partenaire politique, Vital Kamerhe. Il y a de l'agitation d'Augustin Kabouya que nous avons vu. Il y a Japin Beba à gauche. C'est la même équipe. Elle ne donnera que le même résultat. Donc on est mal parti, malheureusement. Vous êtes de l'opposition, et si Félix Tshisekedi, président de la République, il attendait quand même la main à l'opposition, vous demandant de jouer pleinement votre rôle, vous reconnu par la Constitution, vous êtes prêt à assumer ce rôle-là? Il ne devait même pas nous demander. Parce qu'il semblait que vous étiez un peu dans autre chose, hein, apparemment. Non. Dans la rue, c'est là le problème, monsieur Sef. C'est là le problème. Monsieur Tshisekedi, on lui a fait comprendre dans la politique que l'opposition, c'est être dans la rue. L'opposition, c'est casser. L'opposition, c'est nier même là où ça marche. L'opposition, c'est noircir même quand c'est blanc. C'est pas ça l'opposition. La grande démocratie, selon moi, celle que j'aime, les États-Unis, quel est le jour que vous avez vu l'opposition américaine dans la rue? L'opposition, c'est pas ça. L'opposition, ça veut dire quoi? Il faut que même nos téléspectateurs comprennent. L'opposition, ça veut dire que sur le vouloir d'amener le pays à un développement, il y a un groupe qui a une certaine lecture, un schéma pour arriver au développement, et il y a un autre qui propose quasiment un autre schéma. Ce que nous proposons, c'est une autre politique, mais pour aller à la réussite, pour aller au développement. Et ce que M. Tshisekedi propose, c'est aussi son schéma, avec son entourage, pour atteindre le même développement. Donc l'opposition, aujourd'hui, il ne doit pas être comparée à la barbarie de la rue. Aujourd'hui, nous allons siéger, je vous rappelle déjà que le sénateur, le seul député national que nous avons eu après cette cuisine entre M. Tshisekedi et M. Kadima, qui nous a quand même donné l'honorable député national Matata Ponyo Mapon, qui va siéger, et je le confirme, qui siégera, et cela c'est le LGD qui lui envoie. Donc il n'a pas besoin d'attendre les autres. Parce que j'entends dire, je profite quand même de l'occasion pour le dire, j'entends parce dire, que vous étiez un bloc. Vous étiez un bloc, et ben les autres, ils ne sont pas encore là. Je vous rappelle que M. Sanga n'a pas de député, M. Franck Djongo n'a pas de député, M. Kikouni n'a pas de député. Et en eu de députés, ce n'est que M. Matata et M. Katumbi. M. Katumbi va appelé, il a déjà invité son congrès, ils sont en train d'arriver petit à petit à Lubumbashi, ils seront à Lubumbashi et ils vont décider s'ils vont siéger ou pas. Mais les LGD, nous, comme d'habitude, on est toujours ceux-là qui sont trop prêts à réagir. Nous, les leaderships, c'est pas attendre 6 mois, 4 mois pour prendre une décision. On a dit, monsieur, tu es dans une circonscription où il y a eu 58 000 votants, tu as fait 41 000 voix. Ne pas siéger, c'est être moins sérieux. Vous pensez que vous allez peser, puisque c'est quand même peu? Nous pensons que nous allons peser peu. Si on vous tend vraiment la main, parce que là, c'était jouer votre rôle. Ne boycottez pas, ne faites pas ça. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, président de la République, tend véritablement la main à Matata Ponyo, vous la tenez? M. Tshisekedi tendre la main à M. Matata. Je pense que M. Matata, c'est d'abord un bon patriote, c'est un Congolais. C'est même pas M. Tshisekedi qui doit tendre sa main vers M. Matata. C'est M. Matata qui tend régulièrement sa main. Comment il tend sa main? Il y a sa tribune. Il publie chaque fin du mois une tribune dans laquelle il amène ses pensées. Si ceux-là qui sont au pouvoir peuvent le lire,
et ça peut les aider à réajuster leur mode de gestion. Sur toutes les questions, que ce soit économique, politique, sécuritaire, M. Matata s'est prononcé. Si tendre la main, ça peut rejoindre l'union salée de la République, je pense que je conseillerais M. Matata, s'il a besoin de l'emploi, il a un bon CV, je connais son CV, qu'il cherche de l'emploi ailleurs. Bon voilà, ça sera quoi l'option que vous souhaitez que l'opposition joue au cours de ces quinquennats? Parce que déjà, on vous a presque tout dépouillé, vous n'avez plus de force au niveau de la Chambre des représentants, ce qui est vrai. Nous avons 5 ans pour communier avec le Congolais. Nous avons 5 ans pour faire comprendre notre idéal politique aux Congolais. Nous avons 5 ans pour faire comprendre le Congolais de notre vouloir de renouer avec notre destin de grandeur. Nous avons 5 ans ou par notre tribune écrit par M. Matata, nous allons contribuer. Non, opposition en général. Ça doit être quoi les rôles? L'opposition en général. Ou la place que vous vous donnez? La place que nous nous donnons ou la place que M. Tshisekedi et M. Kadima se sont organisés à nous donner. Parce que ça fait deux choses. La place que l'on se donne. Aujourd'hui, je sais que nous avons un opposant qui, à lui seul, à Kindu, sur 58 000, il était capable de mobiliser 41 000 voix. Ça veut dire qu'à Kindu, le jour que cet opposant-là donnera un mot d'ordre, le président n'aura même pas un mot à dire. On est dans une circonscription, par exemple, de Lubumbashi, où nous avons vu l'opposition être représentée. Mais ils se sont organisés dans leur magouille, dans ces élections chaotiques chantées par tout le monde, à museler l'opposition, à faire taire l'opposition. Nous allons faire ce que nous pouvons avec le pouvoir que nous avons. Le pouvoir que nous avons en tant que leader d'opinion, en tant qu'opposant, en tant que politique, rien ne nous freine de rencontrer notre population dans la rue. Si on nous a refusé dans l'hémicycle, nous allons le faire dans des conférences, nous allons le faire dans la rue, nous allons utiliser les voies démocratiques, parce que dans la démocratie elle seule ne suffit pas. Tout à fait. Monsieur Matata, étant député national, nous allons faire des propositions de loi. Les candidats députés nationaux qui ont été candidats au sein du LGD, chacun devait déposer, avant de déposer sa candidature, son projet. Et on a un bureau d'études qui étudie ces projets. Nous allons faire des propositions de loi. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Ne pas siéger, c'est nous freiner la porte à proposer nos idées à l'Assemblée. Même si la salle peut être grande et noire, une seule lampe peut éclairer. Et nous pensons que M. Matata a l'intensité suffisante pour éclairer la salle qui aura 500 députés. Donc nous serons dedans et nous serons à l'extérieur. Donc on va faire ce qu'on peut faire dans l'Assemblée et on fera ce qu'on peut faire à l'extérieur. On aura 500 lampes, c'est qui est vrai. Puisque l'Union sacrée aussi, il y a des têtes pensantes. Non, ce ne sont pas des lampes. L'Union sacrée n'a pas de têtes pensantes. Voilà. L'Union sacrée a une masse qui répond aux caprices du chef de l'État. Il ne faut pas appeler ça hémicycle, s'il vous plaît, par respect de Congolais, on ne doit pas appeler ça hémicycle. On ne doit pas appeler ça la représentation. Ça veut dire qu'il n'y a que LGD qui a de là. Aujourd'hui, on doit appeler ça la représentation kadimienne. Voilà, merci. On va prendre parce que le carton. Nous sommes la volonté du peuple, mais nous sommes à l'extérieur de l'Assemblée. Le peuple s'est exprimé le 20 décembre. Les résultats sont quand même sanglants pour l'opposition. Vous savez que j'étais candidat jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas le nombre de voix que j'ai fait. Voilà, on va prendre la transition des cartons. Voilà. Allez, on va finir, Monsieur Serge Moukeni. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif en charge de la communication au sein de LGD, le parti de Matata Mponyo. On va finir par notre dernière rubrique, c'est la rubrique carton. Ici, vous serez un arbitre. Alors, en face de vous, il y a forcément toute la classe politique, les personnalités publiques et autres, à qui vous allez adresser un carton selon les actions des uns et des autres. Vous en choisissez justement un seul carton face à une seule personnalité. Nous avons le rouge, le vert et le jaune. Donc, j'aurai un carton par personnalité. Ouais. Non, un seul carton juste. Un seul? Oui. Il n'y a pas de... C'est quand même une première émission de l'année, je ne peux pas utiliser le 3. Non, juste un seul. Un seul carton entre le rouge, le jaune et le vert. Je donne un carton vert à l'ancien sénateur Augustin Matata Ponyo. Je lui donne carton vert
parce que, ayant compris que la population de Kindu avait besoin de lui pour ce qu'il a fait pour eux dans le passé, il a accepté d'oublier sa posture politicienne, il a accepté d'oublier tout ce qui s'est passé dans l'organisation de ces élections. Il a dit, sur les 58 000 votants de Kindu, j'ai récolté 41 000 voix, je suis le député le plus élu, par respect pour mon peuple, par amour pour la population de Kindu, pour la considération que j'ai pour eux, je vais aller dans cette assemblée, quoi qu'elle soit assez sombre, quoi qu'elle soit noire, je serai la lampe au milieu de cette salle. Merci à vous, M. Serge Moukeni. Merci beaucoup, M. Sefou. Le plaisir sera le nôtre d'être encore sur ces plateaux. Tout à fait. On espère que cette fois, on aura une contrepartie avec les amis de la majorité qui sont derrière nous. Encore un peu plus beau. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis. La fin des Chidirettes qui revient vendredi avec Christelle et AES, avec d'autres thématiques politiques, d'autres chroniqueurs politiques bien sûr. Merci de nous suivre et de rester curieux en suivant nos programmes. Au revoir.